Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On vous souhaite la bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour Philippe David. Bonjour Cécile de Ménibus. Comment ça va depuis hier soir ? Ça va très bien. On a fait une belle émission hier à l'Automobile Club de France avec de très beaux vainqueurs au Grand Prix ACF Autotech. Ce qui m'étonne, c'est que dans cette phrase, vous n'ayez absolument pas évoqué le buffet à la fin de l'émission. C'est bizarre. Non, parce que sinon ça va me mettre en appétit, je vais avoir du mal à faire 3 heures sans me sustenter. Donc ça pourrait poser des problèmes, on va dire, logistiques. En tout cas, on remercie encore l'Automobile Club de France de nous avoir accueillis chez eux avec autant de gentillesse. Chers amis, ce numéro de téléphone 0826 300 300, bien entendu, vous allez pouvoir communiquer, échanger avec nos vraies voix du jour. En attendant, au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, les marchandises européennes taxées à 20% aux États-Unis. Emmanuel Macron réunit ces secteurs concernés à l'Élysée en ce moment même. Les alcools français redoutent un recul des exportations de 800 millions d'euros. Alors parlons vrai, est-ce pour vous le début d'une guerre commerciale ? Et à cette question, droit de douane de Trump, l'Europe doit-elle riposter ? Eh bien, quand on vous frappe la joue droite, vous tendez la joue gauche, puisque vous dites non à 57%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Frédéric Guéguin sera avec nous, viticulteur, vice-président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis, et Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. Et puis le coup de projecteur des vraies voix à 18h40. Les parents d'élèves d'une école maternelle de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, votaient aujourd'hui pour un éventuel déménagement de l'établissement. En cause, la présence d'un point de deal juste à côté. Alors parlons vrai, trouvez-vous cette situation surréaliste ? Et à cette question, Saint-Ouen, les dealers sont-ils plus forts que l'État ? Eh bien vous dites oui à 94%. Vous voulez réagir, encore et toujours, le 0826 300 300. Laurent Zameskowski sera avec nous, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. On vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix jusqu'à 19h comme chaque jour. Les vraies voix Sud Radio. Avec l'auteur de Me Too Much aux éditions Héliopold, Philippe Bilger est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. On est bien même compté par l'Automobile Club. Ah oui, c'est vrai. Eric Revel est avec nous, éditorialiste sur Sud Radio. Bonsoir Eric Revel. Bonsoir madame, messieurs. À propos de voiture, je ne sais pas si vous avez vu, à Monaco, alors c'est Monaco, on peut apprendre à conduire sur une Porsche. Il y a une auto-école qui propose une Porsche aux élèves Académie. Qui passent leur permis de conduire. Donc il y a une auto-école Porsche. Ça tombe bien parce que Michael Sadoun qui est professeur en tout cas de conduite sur Porsche, chroniqueur et consultant. Quand il n'est pas à Sud Radio, c'est ce qu'il fait. Oui, en même temps, ça va, mais je constate que dès qu'il y a une ambiance sympa, genre au club automobile, vous m'invitez pas. Vous préférez montrer Jean-Michel Fauvert, Françoise de Goua, mais c'est normal. Vous savez, il y a des amis qu'on présente pas à sa nouvelle copine, donc je dois faire partie de ces amis. Peut-être que je suis votre ami honteux. Il nous fait sa crise de jalousie. Bon, voilà, dès qu'il y a un truc sympa, c'est dans un studio sans fenêtre pour moi. Surtout pas de fenêtre avec Michael. Non, mais vous avez des chroniqueurs susceptibles. C'est vrai, et je suis le premier. Comment dire que je vous confirme, c'est pas facile à gérer, tous ces gens. En tout cas, il faut vous multiplier, ma chère Cécile. Ah non, mais j'en ai 2 minibus déjà, c'est déjà pas mal. Oui. On va pas en mettre 3. On en veut plus. Michael est avec nous du Tarn. Bonsoir Michael. Bonsoir Michael. Bienvenue chez nous sur Sud Radio, bienvenue dans Les Vraies Voix. Vous vouliez pousser un coup de gueule peut-être sur l'anonymat sur Internet. Oui, c'est ça. Alors moi je trouve que les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la société et pourtant j'ai l'impression que ce sujet il est toujours pas pris au sérieux. Alors c'est vrai qu'on offre un espace d'expression précieux pour les lanceurs d'alerte, les personnes même vulnérables, mais de l'autre ça peut vraiment se transformer en un outil redoutable pour les cybercriminels ou même les harceleurs. Alors moi je dis la liberté d'expression, ouais, mais à quel prix ? Aujourd'hui c'est beaucoup trop facile de descendre quelqu'un et de dénigrer ou même de faire du chantage à son copain d'école seul derrière un écran. C'est là qu'on se sent vraiment puissant, mais parce que la majorité d'entre eux restent impunis. Alors moi, depuis que je suis majeur, donc ça fait 3 ans maintenant pour ma part, on me répète que je suis responsable de mes actes, mais sur les... Pardon ? Non, je disais 3 ans que je suis majeur, moi c'est pareil, je dis. Allez-y. On avance chacun à notre rythme après. C'est ça. Allez-y, pardon. Et du coup, moi je disais, ça fait 3 ans que je suis majeur et que on me répète que je suis responsable de mes actes. Mais sur les réseaux sociaux, en vrai, il y a presque aucune prévention. Alors, c'est vrai qu'on commence la sensibilisation à l'école, mais est-ce que ça marche ? Moi, j'en ai pas du tout l'impression.
Je pense que l'identité virtuelle, c'est une solution, mais qu'on ne choisit pas encore, et je sais pas encore pourquoi. Je pense que ceux qui font partie des vermines et qui ont des choses à se reprocher sont pas d'accord. Alors, est-ce que c'est la tolérance du cyberharcèlement ou est-ce que c'est la non-prise de conscience de l'État sur les dégâts du cyberharcèlement? Je ne sais pas trop au final. C'est un vrai sujet. L'anonymat sur Internet et notamment les réseaux sociaux où vous vous faites honnir dès que vous dites quoi que ce soit. Moi, j'ai en horreur l'anonymat dans tous les domaines. Sur les blogs, sur X, sur les... Au moins, on peut se laisser insulter quand il y a une contradiction intelligente, mais au moins, il faut qu'on puisse répondre. Une fois qu'on a répondu, tout est réglé. Mais encore faut-il pouvoir le faire. J'ai en horreur l'anonymat. Mickaël Sadoun. Moi, je suis pour un principe de responsabilité. Donc, toute liberté doit s'accompagner d'une responsabilité. Le problème, c'est que certaines opinions sont interdites dans la société et sur les réseaux sociaux à plus forte raison. On sait qu'il y a des gens qui, pendant le Covid, se sont fait virer de leur travail parce qu'ils étaient plutôt anti-vax. On sait que certaines personnes se feraient virer de leur travail s'ils tenaient des opinions plutôt à droite, voire pro-Marine Le Pen dans leur travail. Donc l'anonymat, c'est vrai. Sa justification, c'est la résultante de certaines opinions qui sont interdites dans la société. Donc moi, je serais pour que ces opinions ne soient plus interdites, mais qu'en conséquence, il y ait une responsabilité quand même pour ne pas dire n'importe quoi sur Internet. Voilà. Éric Revel. Je pense qu'il faut avoir le cuir épais, même si je suis contre l'anonymat, parce que c'est vrai que quand on voit sur les réseaux sociaux des trolls, ah oui, les trolls, oui. Avec 12 machins qui vous 110 qui vous insultent en permanence. Bon, au début, vous êtes un peu effrayé. Alors après, ça dépend de l'épaisseur de son cuir et de son prendre bandage. du recul. Oui. Mais voilà, il faut prendre du recul. Mais c'est vrai que parfois, on est submergé par un flot d'attaques. Dingue, haineuse, qu'ils n'ont pas toujours des vraies personnes, c'est pour ça qu'il faut anonyme, bien sûr, anonyme. Parce qu'ils n'ont pas le courage de se mettre sur leur je répondais un peu quand ça m'arrivait, puis bon. Moi, je réponds pas. Quand c'est anonyme, je laisse tomber. On a l'impression que ce sont des stratégies. Parfois, j'ai connu ça à 2 ou 3 reprises. Mais c'est groupé, pendant 8-9 jours. Oui, c'est groupé, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont. Vous n'avez jamais rien rétracté et que vous dites, vous ne me ferez pas changer d'avis, ça s'arrête. Dès lors que les gens sont anonymes, moi, j'ai un principe, je ne réponds pas. Ouais. Ils n'ont pas le courage d'assumer. Eh bien, écoutez. Je suis d'accord. Merci beaucoup, Mickaël, pour ce sujet qui est très intéressant, c'est vrai, mais vous avez raison, ça n'avance pas beaucoup. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, monsieur le procureur. Je vais parler de Mélenchon, qui pour une fois a dit une chose qui m'apparaît fausse. Très bien. Bon, on fait une petite pause et on est ensemble jusqu'à 19h. Soyez les bienvenus et merci de votre fidélité à Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis du beau gosse autour de la table, Philippe Bilger en proms, Éric Revel et Mickaël Sadoun. Bah oui, que du beau gosse. Intelligent, savant, voilà. Wow. Bon, ils disent pas toujours que des choses intelligentes. Il y en a qui séduisent par leur intelligence et d'autres par leur beauté. Philippe David, par exemple. Oui, par leur bonté, Philippe David, je dirais. Merci, c'est comme vous parlez. C'est très juste. Voilà, absolument. Absolument. Ouais, bravo. Foncièrement bon, je crois. Bravo. Mais alors la beauté, elle est où ? La beauté, elle est à l'intérieur. Et permettez-moi de vous remercier, vous avez fait une très belle interview sur le blog de Julien, qui est un blog média, en disant que j'étais quelqu'un... Vous avez dit des choses sur moi qui m'ont beaucoup touché, et je vous en remercie. Je vous en prie, je vous en prie. Mais Cécile a parlé de vous sur un blog ? Oui. J'avais un flingue dans le dos, vous inquiétez pas. Et un autre sur la tempe. Non, je l'ai dit parce que c'est le cœur qui parle. Voilà. Vraiment, c'était pas suicidaire. Non, je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je me drogue pas, donc j'étais en pleine possession de mes pouvoirs. C'est ça qui est fou. Il s'en remet pas. Voilà. Les 3 mots dans l'actu dans un instant. Il n'y avait pas le titre d'un film, un truc comme ça, je ne fume pas. Elle boit pas, elle fume pas, mais elle cause. Ouais. C'est ça. Elle drague pas, mais elle cause. Voilà. C'est tout moi. Les 3 mots dans l'actu, Félix Mathieu, bonsoir. Bonsoir Cécile, bonsoir. De quoi parle-t-on dans un instant ? On va parler de la déflagration Trump et droit de douane, évidemment, 20%. Emmanuel Macron dénonce une mesure brutale et infondée à l'instant. On va parler aussi de ces 680 emplois menacés dans une trentaine de magasins Intermarché Les Mousquetaires, un des anciens casinos rachetés qui devrait fermer. Et puis de ces 30 ans de prison réclamés à Lyon par le parquet contre cet employé de crèche qui avait tué un bébé en lui faisant ingérer du desktop. En 3 mots, douane, mousquetaire et crèche. Allez, tout de suite, la voix est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur,
Philippe Bilger. Et monsieur le procureur, Jean-Luc Mélenchon a parlé de manifestations séditieuses pour qualifier celle du RN dimanche prochain, et ça vous fait réagir. En effet, je veux dire, on peut tout dire dans notre démocratie, mais tout de même quand j'entends Jean-Luc Mélenchon évoquer le risque d'une manifestation séditieuse de la part du RN dimanche prochain, alors que cette manifestation a été voulue, annoncée comme évidemment pacifique et naturellement non violente de la part du RN, et qu'on n'a aucune raison de douter de ses bonnes intentions, mais plutôt de ceux qui viendront probablement perturber cette manifestation, déjà cette phrase est absurde. J'ajoute que de la part du de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, il faut un sacré culot pour venir faire ce reproche à des opposants qui vont manifester pour une fois, qu'on l'estime légitime ou non cette opposition, alors que lui-même, à une certaine époque, était prêt à envahir Matignon et à mettre en pièces l'autorité de l'État. Je veux dire, finalement, qu'un être intelligent puisse proférer de telles inepties en sachant qu'elles sont fausses, je continue à être dépassé, moi qui pourtant ai une conception assez pessimiste de la nature. Je vais remettre en contexte, je crois que ce que vous dites, c'était quand il fallait imposer Lucie Castet à Matignon, voilà. C'est ça? Voilà. C'était pour reconceptualiser, les auditeurs n'avaient peut-être pas compris. Voilà. Mickaël Salon. Non, mais c'est évidemment une blague d'entendre Mélenchon parler de sédition, sachant le comportement qu'il a au quotidien et le comportement plutôt impeccable que le Rassemblement national a. Et d'ailleurs, c'est un nom, les gens l'appellent la stratégie de la cravate. Je ne sais pas si c'est une stratégie ou une attitude naturelle, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le RN se comporte bien. Donc il n'y a rien à dire sur ça. Mais de la part de Mélenchon, ça ne m'étonne pas beaucoup. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est quand ces critiques et ces suspicions viennent du centre, de Gabriel Attal, de Prisca Thévenot, de Xavier Bertrand, évidemment, qui n'est jamais à une bêtise près quand il faut critiquer le RN. Donc c'est vraiment ces gens-là qui reprennent ce contexte politique que je considère comme gravissime à leur petit compte. C'est eux qui me dérangent vraiment. Écoutez, plusieurs choses. Moi, le dernier comportement séditieux que j'ai vu, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Quand la police vient perquisitionner son siège, qu'il est tête contre tête avec un policier qui lui hurle dans les oreilles « La République, c'est moi ». Ça, c'est un comportement séditieux. Ça, c'est un comportement séditieux. Deuxième chose, le monopole de la manifestation ou des rassemblements appartient pas à la gauche. Que le Rassemblement national ait envie d'organiser une manifestation. Alors il y aura peut-être des heurts, il y aura peut-être des images qui vont amoindrir ce. Bah oui, on peut imaginer qu'il y a des Black Rock qui se pointent, des Black Blocs qui se pointent et qui essaient de. Bon, j'en sais rien. On fera tout ce qu'il faut. Mais vous savez, je crois surtout que la sortie de Mélenchon témoigne pour moi d'une certaine panique de Mélenchon. Pourquoi ? Parce que si Marine Le Pen, après sa condamnation justifiée, n'était pas candidate après son appel en juillet 2026, alors il perdrait son meilleur punching ball. Il perdrait l'occasion de dire l'extrême droite arrive au pouvoir. Et pour lui, ce renvoi de miroir avec la personnalité de Le Pen, de Marine Le Pen, c'est pour lui la meilleure façon de continuer à faire de la politique. Donc peut-être qu'il a dérapé et que c'est un signe de fébrilité chez le leader Maximo de la France Insoumise, parce qu'il sent que l'élimination de Marine Le Pen, ce serait pour lui un problème politique majeur, parce qu'il n'aurait plus ce punching ball politique à être opposé. Et ce marchepied peut-être aussi. J'adorais Michel Onfray qu'il appelait leader minimo. Bravo. Ah non, merci Philippe Bilger pour ce sujet. Les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont douane, mousquetaires et crèches. 20% de droits de douane sur les produits européens et donc français. Emmanuel Macron réunit les secteurs les plus touchés après les annonces de Donald Trump. Il dénonce des mesures brutales et infondées. Inquiétude dans les capitales, les bourses, le dollar et le pétrole plongent. L'inquiétude dans le groupe Les Mousquetaires Intermarché. La direction envisage de fermer une trentaine de magasins récemment rachetés à Casino. 680 emplois menacés. Et puis le parquet réclame 30 ans de prison aux assises de Lyon contre cet employé d'une crèche jugé pour meurtre après avoir fait ingérer du desktop à un bébé en 2022. Les vraies voix Sud Radio.
Des mesures d'une extrême gravité pour l'économie européenne et probablement pour l'économie américaine elle-même. Réaction du MEDEF, l'organisation patronale, au lendemain de la guerre commerciale lancée par Donald Trump. Ces mesures ultra-protectionnistes contre les exportations sur le sol américain, 20% de droits de douane notamment sur les produits européens et donc français. Les viticulteurs redoutent une chute de leurs exportations. On les entendra dans le grand débat des vraies voix dans quelques minutes sur Sud Radio. Les filières les plus exposées justement sont reçues par Emmanuel Macron depuis 16h à l'Elysée. Le chef de l'État qui vient de dire à l'instant tout le mal qu'il pense de ces annonces venues de Washington. La décision qui a été annoncée cette nuit est une décision brutale et infondée. Elle est infondée parce qu'on ne corrige pas des déséquilibres commerciaux en mettant des tarifs. Et les bases de la théorie économique montrent le contraire, surtout d'ailleurs quand les déséquilibres ne prennent pas en compte les services numériques, pour ne citer qu'eux ou d'autres. Cette décision va toucher tous les secteurs pour nos économies. Au lendemain de ces annonces, en tout cas, les bourses, le dollar, le pétrole dévissent pour le moment. Les différentes capitales sont partagées entre inquiétude affichée et volonté de temporiser, de croire à la négociation. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, affichait sa mine des jours graves aujourd'hui. President Trump's announcement of universal tariffs on the whole world, including the European Union. L'annonce par le président Trump des droits de douane universels sur le monde entier, y compris sur l'Union européenne, est un coup dur pour l'économie mondiale. Je le regrette profondément, ce choix. Soyons lucides sur les immenses conséquences. L'économie mondiale va souffrir massivement. L'incertitude va monter en flèche et déclencher la montée d'un nouveau protectionnisme. Les conséquences seront désastreuses pour des millions de personnes dans le monde, ainsi que pour les pays les plus vulnérables qui sont désormais soumis à des droits de douane américains parmi les plus élevés, dit Ursula von der Leyen. Donc tout à l'heure, l'Allemagne de son côté dit soutenir sa volonté à la Commission européenne de négocier. L'Allemagne qui envisage tout de même une riposte avec des taxes sur les produits de la tech américaine. Les Allemands qui sont eux évidemment inquiets pour leur voiture, leur Deutsche Qualität. On va en parler bien entendu. Allez, le deuxième mot, mousquetaire, avec cette inquiétude dans une trentaine de supermarchés. Finistère, Vosges, Aude ou Val d'Oise, le groupe Les Mousquetaires Intermarché numéro 3 de la distribution annonce envisager la fermeture de 30 magasins des supermarchés qui avaient été rachetés à son concurrent Casino fin 2023 ou l'année dernière. Le groupe vient de publier cette liste de magasins menacés de fermeture et qui emploient près de 680 salariés au total. Parmi eux d'ailleurs, 2 à Lyon et à Boissy-Saint-Léger dans le Val-de-Marne ont déjà baissé le rideau. Troisième mot, crèche. Le parquet requiert 30 ans de prison à Lyon contre cet employé d'une crèche jugé pour meurtre. Elle avait fait ingérer en 2022 un produit caustique type Desktop, un bébé. Il y a une part d'insondable qui nous échappe dans ce crime, a déclaré l'avocat général, avant de réclamer donc tout à l'heure 30 ans de prison, dont 20 incompressibles. Les jurés de la cour d'assises du Rhône devraient rendre leur verdict dans la soirée. Au-delà de la peine pour l'accusé, l'avocat de l'association Innocence en danger, maître Jean Sagnier, entend aussi dénoncer ce système des micro-crèches. Il y a un enjeu qui est un enjeu sociétal, celui de savoir quelles sont les responsabilités de notre société à avoir mis en place des micro-crèches avec une législation extrêmement allégée, permettant le fait qu'un salarié soit seul pour encadrer jusqu'à 4 enfants. La législation dérogatoire sur les micro-crèches, qui devait être remise en cause, conduit à considérer qu'il faudrait qu'effectivement il y ait aujourd'hui toujours 2 adultes dans les micro-crèches également, mais à partir de là, on se pose un problème, celui de la rentabilité de ces entreprises, dont le but est nécessairement de faire de l'argent. Maître Jean Sagnier auprès de l'AFP lors de l'ouverture de ce procès à Lyon. 30 ans requis donc aujourd'hui, verdict attendu dans la soirée. Philippe Biger, vous étiez avocat général. Comment peut-on requérir quelque chose d'autre que la perpétuité pour avoir fait boire du Desktop à un bébé ? Alors, si vous le permettez, j'ai un regret et un souvenir. Un regret que certains croient possible encore de parler anglais, comme von der Leyen, après ma prestation. Ma seconde est beaucoup plus sérieuse, et cette question, j'ai connu aux affaires criminelles, une femme dont le mari voulait se venger et qui lui a injecté de la soude caustique dans le vagin. C'est la seule affaire où j'ai vu cela. Alors, c'était une tentative de castration, puisque théoriquement, elle pouvait encore procréer, et quand j'entends ça, c'est terrifiant, ça me revient en mémoire, c'est une horreur. Vous aviez requis combien ? J'avais requis le maximum. C'est-à-dire perpétuité ? Perpétuité. Mais c'est une horreur d'entendre ça. Il faut imaginer ça. Un mot très court.
Il n'y a pas beaucoup de mots. Pas beaucoup de mots. Non, c'est horrible. Si j'en dis, ils vont être vulgaires. Donc. D'accord. Merci beaucoup Félix. Mathieu, allez, dans un instant, on va revenir sur cette information. C'était cette nuit, hier soir, les États-Unis taxent les produits européens à 20%. Emmanuel Macron réunit en ce moment même les secteurs touchés et les alcools français sont inquiets. Et on comprend. Et parlons vrai. Est-ce pour vous le début d'une guerre commerciale? Et à cette question, droit de douane de Trump, l'Europe doit-elle riposter? Vous dites non. C'est très surprenant, à 56%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et nos invités dans quelques instants, Frédéric Guéguin, qui est viticulteur, vice-président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis, et Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. L'un ou l'autre, Frédéric, puisque vous êtes là, 20% de droits de douane au lieu de 200 annoncés, et ça moindre mal finalement. Écoutez... Oui, effectivement, c'est un moindre mal. Donald Trump avait annoncé près de 200%. On savait tout bien que ce serait moins, mais néanmoins, ça aura quand même des incidences. Absolument, on en parle justement dans un instant. Soyez les bienvenus. Vous voulez témoigner aussi ou réagir, 0826 300 300. Aude vous attend. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les amis, on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix tous les jours de 17h à 19h, c'est un plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, vous êtes le seul. Parce que normalement, tout le monde est abonné. Éric Revel, vous êtes abonné? Bien sûr. Bien sûr. Michael Sadoun, bien sûr. Michael, il s'abonne, il se désabonne, il s'abonne, il se désabonne. Oui, bien sûr, c'est pour créer du mouvement. Voilà, Philippe Bilger. Et moi, vous me l'avez remarquablement fait. C'est moi qui l'ai fait. Et notre invité, vous êtes abonné, cher monsieur. Absolument. Bien sûr. Philippe David. Bien sûr. Voilà, levez la main droite et dites je le jure. Je le jure. Mais il fallait pas le faire, ça avait aucun intérêt. Il a croisé les doigts de pied. Il a croisé les doigts de pied. On est ravis de vous accueillir, bien entendu, jusqu'à 19h. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio. Le grand débat du jour. My fellow Americans, this is Liberation Day. With today's action, we are finally going to be able to make America great again, greater than ever before. Indonesia, Malaysia, Cambodia. Oh, look at Cambodia, 97%. United Kingdom, 10%. Si nous étions attaqués sur des sujets commerciaux, l'Europe, comme une puissance qui se tient, devra se faire respecter et donc réagir. European Union, they're very tough, very, very tough traders. 39%, we're going to charge them 20%. Tous les économistes sont d'accord pour dire que c'est une catastrophe. Les marchandises européennes taxées à 20% aux États-Unis. Emmanuel Macron réunit en ce moment même les secteurs concernés à l'Elysée. Les alcools français redoutent un recul des exportations de 800 millions d'euros. Alors parlons vrai. Pensez-vous que les conséquences en France vont être importantes pour l'économie et pas seulement pour les alcools? Et à cette question, droit de douane de Trump, l'Europe doit-elle riposter? Bizarrement, vous dites non à 56%. Alors, quand on vous frappe la joue droite, vous tendez la joue gauche ou vous voulez faire œil pour œil, dent pour dent? Venez nous le dire au 0826 300 300. Frédéric Guéguin est avec nous, viticulteur, vice-président de la Fédération de défense de l'appellation Chablis, et Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. Merci d'avoir accepté notre invitation, chers messieurs. D'abord, on va exceptionnellement les faire peut-être réagir, eux, puis puissiez commenter. Frédéric Guéguin, 20%. L'impact, même si on le disait tout à l'heure, c'est un moindre mal par rapport aux 200 qui étaient annoncés, mais 20%, ça va quand même faire reculer le marché. Pour les producteurs de Chablis notamment, qui sont des vins plutôt haut de gamme quand même. Ouais, effectivement, nous sommes, on va dire, une moyenne gamme. On touche justement la clientèle des consommateurs moyens, et l'inflation que cela va provoquer, justement, va toucher la classe moyenne américaine, qui sont plutôt les consommateurs des vins de Chablis. On serait sur les grands vins de Bourgogne, les grands Bordeaux, qui se vendent très cher, qui touchent une classe déjà aisée. J'ai envie de dire 20% de taxes supplémentaires va pas. Non, ça va pas changer grand-chose. Voilà. Nous, effectivement, on risque d'avoir un impact parce que nos importateurs vont certainement répercuter une partie de la hausse vers les consommateurs, et on peut s'attendre à une baisse. Néanmoins, il y a 4 ans, lorsqu'il y avait déjà eu une taxe de la part de Donald Trump, nous n'avions pas ressenti vraiment de baisse sur le marché américain.
Donc j'ai envie de rester, optimiste. On met le cap au sud, direction l'Aude. Frédéric Rouanet, vous êtes président du syndicat des vignerons de l'Aude. Vous avez la même approche, vous qui êtes peut-être plus concurrencé par les vins du Nouveau Monde, comme, je sais pas, le Chili, l'Argentine, l'Afrique du Sud, l'Australie, qui sont peut-être moins taxés que l'Europe par Trump? Bien, nous, on sait très bien l'impact que ça va avoir puisque nous l'avons vécu au premier mandat de Trump. Donc oui, ça va vraiment avoir un impact. Ça a eu lieu il y a 7 ans en arrière maintenant, je crois, ou 6 ans. Et malheureusement, ça avait fait baisser les ventes parce que une hausse de prix d'un produit amène toujours à une perte de volume. Une baisse de volume de vente. Voilà. Philippe Bilger. On a l'impression, c'est un sujet d'abord d'un immense monopoly mondial ou d'un jeu de massacre et de surenchère, et pourtant c'est extrêmement grave, même si je ne suis pas le plus compétent pour parler de cela. Mais vous étonniez, Philippe, tout à l'heure de la faible majorité qui avait l'air de ne pas souhaiter des rétorsions. Peut-être est-elle très attentive au fait que des analyses en France ont été faites parfois par des experts qui disaient qu'il fallait faire attention de ne pas tomber dans une rétorsion trop dure parce que l'Europe et la France y perdraient. Je mets un point d'interrogation au bout de cette phrase. Éric Revel. Je pense que c'est une réponse de bon sens en réalité, Philippe. Parce que comme Trump a montré qu'il n'avait pas de limite, si votre décision en Europe, c'est d'augmenter les droits de douane, il y a d'autres méthodes que je vais expliquer, mais d'augmenter les droits de douane sur les produits américains, alors Trump, il peut très bien, dans 15 jours, vous faire un nouveau jour de la libération, reprendre un nouveau tableau en disant, vous m'avez recollé ça, je vous recolle ça. Alors, le président de la République, tout à l'heure, dans son intervention à l'Élysée, a estimé, alors je sais pas comment ils ont fait le calcul, mais bon, que dans un premier temps, ça allait coûter 2 points de PIB aux États-Unis. Alors, 1 point de PIB aux États-Unis, c'est 290 milliards de dollars. Le PIB américain, c'est 29 000 milliards de dollars. Nous, c'est 3 000 milliards. Vous voyez, 29 000, 3 000 milliards. Donc, 2 points de PIB, ça ferait 580 milliards de dollars immédiatement. Avec l'application de ces droits de douane aux États-Unis, parce que quand vous allez importer des pièces, par exemple, qui rentrent dans la construction des voitures, ça va augmenter le prix des voitures, forcément, parce que ces pièces viennent de l'extérieur. Donc, il y a le sujet pour Trump et l'économie américaine, qui est pas du tout tranché. Et il y a aussi l'idée, et celle-là je la défends, que pour une fois, puisque c'est une compétence européenne de Bruxelles, les mesures qui vont être mises en application à partir de la mi-avril, puis à la fin du mois d'avril, décidées par l'Europe, ce sera peut-être pas des droits de taxes supplémentaires pour les raisons que j'évoquais, ce sera ce qu'on appelle une contrainte coercitive, qui est une technique européenne qu'on peut appliquer, qu'on n'a jamais appliquée, et qui a précisément 2 chemins. Le premier, c'est d'interdire à un pays des investissements de ses banques ou de ses fonds d'investissement. Ça pourrait s'appliquer aux États-Unis. Et le deuxième moyen, c'est d'interdire tous les marchés publics européens aux entreprises américaines. Et ça, c'est pas une augmentation des droits de douane, mais ça peut, alors ça fera pas fléchir Trump, mais ça peut avoir un impact. Pour ceux qui commandent des F-35, ça va être compliqué dans ces cas-là, parce que là, c'est qu'ils peuvent plus les commander. Nickel. Moi, je pense que ce serait pas nécessairement les mesures les plus difficiles. Moi, je pense évidemment que l'Europe doit réagir. Je pense d'abord que Donald Trump fait une erreur d'interprétation sur l'économie, parce que son déficit, en tout cas au niveau de la balance des paiements, est pas si important que ça. En effet, il a un gros déficit commercial, c'est-à-dire sur les exportations de biens et de marchandises, choses matérielles. Si on comprend les services numériques dans tout ça, et qu'on regarde ce qui s'appelle la balance des paiements et qui comprend aussi les flux financiers, le déficit par rapport à l'Europe, il est de 40 ou de 50 milliards, ce qui n'est pas énormissime non plus. En plus, il a envie de se lancer dans une bataille économique contre la Chine. Donc, il ferait mieux de s'entourer d'alliés, et notamment de l'Europe. Donc, je ne comprends pas trop sa réaction par rapport à l'Europe. On a des moyens de rétorsion. Il faut le dire, économiquement. Le CEPI a récemment fait une étude et montre que, apparemment, il y aurait 32 produits essentiels que l'Europe exporte vers les États-Unis. Ça comprend des produits pharmaceutiques, des pièces dans l'industrie, des choses comme ça, etc. On pourrait créer un embargo sur ces pièces-là, parce qu'il y en a beaucoup moins qui viennent des États-Unis vers l'Europe et dont on a réellement besoin. Donc on a une force de négociation. Le problème, c'est qu'en Europe,
la compétence commerciale est une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc ça se gère au niveau de l'Union européenne. Mais c'est tant mieux, Michael. Mais c'est tant mieux, Michael, parce que c'est un marché de 450 millions de consommateurs en Europe. Oui. Si chaque pays européen y allait tout seul avec son fusil et ses 3 cartouches, ça pèserait absolument rien. Alors, oui, mais bien sûr. Non, mais c'est important. Et puis, mais le problème, c'est que ça va trop lentement et qu'il faut une majorité qualifiée. Alors, tous les pays ont des intérêts différents dans l'Union européenne. Comme d'habitude, on se retrouve bloqué. Si vous me permettez, c'est qu'évidemment, Trump s'est bien gardé de dire que en termes de services, les États-Unis étaient excédentaires, ce qui fait que la balance des paiements courants est excédente, enfin, et n'est pas si déficitaire que ça. Et deuxième chose, il y a un déficit commercial de 300 milliards avec la Chine, quand même, en faveur de la Chine. Mais ce qu'il a oublié de dire, c'est que pendant des années, les excédents commerciaux chinois servaient, en achetant des bons du Trésor américain, à financer la dette américaine. À financer la dette américaine. Je suis d'accord, mais c'est un modèle économique qu'il faut revoir, y compris en Europe. Frédéric Guéguin. Frédéric Guéguin et Frédéric Rouanet, est-ce que vous avez déjà anticipé en vous disant, bon, le marché américain risque de baisser, on va tenter d'aller vers de nouveaux marchés. Alors on parlait de la Chine il y a quelques instants, ça peut être le Japon, ça peut être le Brésil, ça peut être ce que vous voulez. Vous en êtes là, vous notamment dans le Chablis et dans l'Aude également? Frédéric Guéguin pour le Chablis. Alors, écoutez, nous sommes déjà tournés vers ces marchés de l'Asie, bien sûr. On pense à les développer davantage. Mais encore une fois, moi, je pense qu'il faut raison garder. Faut pas s'inquiéter. Faut rester mesuré. Moi, je partage un peu l'avis d'Éric Revel. Il faut rester, voilà. D'autant plus qu'on a aussi un différentiel monétaire qui est plutôt à notre avantage aujourd'hui. La parité euro-dollar, quand même, qui est, c'est 1,10 $, $1. Donc, 1,10 $, voilà. Donc, c'est quand même plutôt à notre avantage. Donc, voilà. Mais effectivement, d'autres marchés sont à développer, oui. Et dans l'autre, pour vous, Frédéric Rouanet, vous avez attaqué d'autres marchés en se disant, bon, si les USA baissent, on va aller remplir le carnet de commandes ailleurs? Alors, déjà, pour revenir à tout ce qui s'est dit entre ma première intervention et maintenant, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est que quand même, il y a un peu une viticulture nationale, voire européenne, qui est sacrifiée sur l'autel de discussions politiques qui nous dépassent complètement. Après, vous parlez de milliards, de milliards. Moi, je pense au pauvre vigneron qui est dans ses vignes aujourd'hui, qui travaille pour faire du vin et qui essaye malheureusement de le vendre comme il peut. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est qu'il faut savoir que certains avaient des stocks déjà pour les États-Unis, qui les ont fait partir avant et autres, parce qu'on sentait que ça allait arriver, cette taxe, dès que Trump a été élu. Et bien sûr qu'on va aller chercher des marchés ailleurs, on va essayer un peu de se débrouiller, de compenser un peu les volumes qu'on va perdre sur les États-Unis. Maintenant, ce que je pense aussi, c'est que dans les négociations, quand les dirigeants haut placés font ce genre de négociations, moi je pense qu'il faut qu'ils aillent aussi vers des compensations pour aider les vignerons européens à survivre à ce genre de négociations qui nous dépassent, je le rappelle, totalement. C'est vrai que ça va être compliqué parce que entre les problèmes climatiques que vivent les viticulteurs et maintenant ces droits de douane, est-ce que le gouvernement pourra faire un effort ou pas, Philippe Bilger ou Éric Revel? L'intérêt des débats au vrai voix, je ne connaissais pas ce que vous avez évoqué, Éric, cette possibilité de riposte qui n'entraînerait pas de la part des États-Unis une réaction agressive à notre égard. Est-ce que vous croyez véritablement que la France est prête à mettre en œuvre ces mesures-là? Alors d'abord, ça n'implique pas que Trump n'élèverait pas de nouveau ses droits de douane si on prenait ces mesures coercitives dont je vous parlais. Mais oui, la France est prête, puisque le président de la République vient d'en reparler à l'Élysée dans son discours devant les différents représentants des secteurs. Mais, comme vous l'avez dit, Michael, le problème, c'est que c'est une compétence européenne, qu'il faut mettre tout le monde d'accord. Que les intérêts sont totalement divergents, que l'Allemagne a besoin d'exporter ses Audi, ses Volkswagen, ses Porsche, ses BMW, et que les sujets sont très différents. Vous voyez par exemple l'Irlande, qui a un taux de fiscalité sur les entreprises extrêmement bas. Est-ce que vous pensez... Je pense qu'on est à 12% d'IS, un truc comme ça, c'est extrêmement bas. Est-ce que vous pensez que l'Irlande va faire un effort là-dessus? Non, il n'y a pas de raison, parce que c'est la raison pour laquelle l'Irlande dégage des excédents budgétaires, c'est grâce à son taux parce qu'il n'y a pas d'unité de la fiscalité en Europe, vous voyez. Mais l'autre sujet qui peut être très inquiétant pour le continent européen, c'est que
tout le commerce asiatique qui va être taxé lourdement. La Chine, c'est plus 37%, où l'Europe est à plus 20%, après les annonces de Trump hier. En fait, tout ce commerce asiatique risque de se relocaliser en direction de l'Europe. Donc ça veut dire qu'on a peut-être des secteurs, alors je parle pas du vin, messieurs, mais il y a des secteurs qui vont peut-être être complètement solubles parce qu'ils vont avoir affaire à une concurrence asiatique qui va venir envahir le marché européen, qui va être terrible parce qu'ils pourront plus exporter aux États-Unis. L'Europe d'ailleurs ferait bien de réagir parce que pour le coup, les droits de douane entre les États-Unis et la France, je trouve qu'ils n'ont pas de pertinence parce qu'on est face à des marchés qui sont à peu près similaires. Oui, mais des, par rapport à la Chine, salaire, etc. Quand on s'adresse à des pays qui en effet font du dumping social et fiscal et qui produisent à $1 là où on produit à 10 ou $15, eh ben là on devrait mettre des droits de douane pour équilibrer un petit peu le jeu. Voilà. Mais l'Europe ne le fera pas parce que c'est par essence une machine qui ne marche pas avec une idéologie libérale qui ne met que le consommateur au centre de la chose. Parce qu'il faut dire une chose, c'est quand on met des droits de douane, en effet, les prix ils sont plus élevés. Donc clair. Il faut expliquer aux consommateurs qu'il y a une autre manière de consommer, qu'il faut peut-être acheter local, autrement, qu'on va peut-être acheter des fruits de saison plutôt que d'acheter des fruits qui viennent de l'autre bout du monde et hors de prix. Donc c'est une reconfiguration économique et humaine. Voilà. Frédéric Rouanet, vous êtes président du syndicat des vignerons de l'Aude. Vous n'avez pas peur que dans cette négociation où on vous taxe le bourbon, mais nous on vous taxe les vins, etc., les agriculteurs soient encore les perdants au profit notamment de l'industrie allemande qui, comme le disait Éric Revel, veut surtout pas voir ses berlines de luxe taxées, surtout qu'une bonne partie d'entre elles est fabriquée aux États-Unis. Moi, ma première pensée, c'est qu'on fait un peu, ça me rappelle un peu quand on regarde des reportages sur les guerres et autres, les dirigeants décident et les populations subissent. On en est un peu là. On est, je rejoins un peu l'intervention antérieure, on est une Europe très faible, avec des dirigeants qui ont peur de tout, et du coup, on n'a pas cherché à un peu inquiéter Donald Trump sur d'autres produits, voilà, on n'a pas cherché ça. Bon, les vignerons, ils vendront moins de vin et peu importe, c'est pas grave. Et je rejoins sur le fait où on leur dira de mieux consommer. Oui, mais en attendant, c'est des hectares et des hectares de vignes qui s'arrachent, des friches qui gagnent, qui se gagnent, et des chômeurs qu'on paye, et des chômeurs et des RSA qu'on paye tous les mois parce qu'on n'a pas aidé les gens qui étaient déjà en place dans leur métier. Moi, je suis désolé, mais nos dirigeants ont montré une défaillance encore une fois dans cette affaire. Frédéric Guéguin, votre approche, but de Chablis. Pardon. Votre approche, vous n'avez pas peur d'être sacrifié à nouveau au profit notamment de l'industrie allemande? Frédéric Guéguin, il est plus optimiste déjà. Oui. J'ai envie d'être optimiste, moi. Je suis d'un naturel assez optimiste, mais néanmoins, vous savez, les vins de Chablis sont quand même exportés à plus de 20% aux États-Unis, donc c'est quand même, ça aura un gros marché. Un impact. C'est un gros marché pour nous. Moi, à titre personnel, c'est autour de 12 à 14%, donc bien sûr. Mais vous voyez, mardi soir, j'ai dîné avec des importateurs américains qui, eux, sont pas trop inquiets, voilà, plutôt optimistes. Et encore ce matin, on a expédié des craintes pour les États-Unis. Donc, vous voyez, bon, j'ai envie de dire, allez, on va peut-être passer un mauvais moment, un peu plus difficile, mais je pense que les consommateurs américains ont encore envie de consommer des vins français. Et donc, même s'il y a une petite, parce que 20%, c'est pas le 20% net sur le prix de vente, ça va être 20% sur le prix de l'importation, donc ça va pas être une augmentation de 20% net non plus. Donc ça aussi, l'impact est moindre. Vous voyez, une bouteille de Chablis vont autour de $40 aux États-Unis, ça va être, elle va passer autour de plus de $50, voilà, $55. Voilà, donc c'est pas non plus, voilà. Quand vous dites que les importateurs américains sont optimistes, oui, non, pardon. Alors je voulais vous poser une question, mais c'était un plaisir. Il y a l'heure. C'était un plaisir en tout cas. Et c'était une très bonne question, Merci beaucoup, Frédéric Guéguin, viticulteur, vice-président de la Fédération de défense et de l'appellation de Chablis. Et merci beaucoup, Frédéric Rouanet, président du syndicat des vignerons de l'Aude. Et bien entendu, vous nous avez derrière vous. L'antenne vous est ouverte quand vous en avez besoin. Restez avec nous dans un instant. Le qui c'est qui l'a dit. On va récupérer Mickaël et on va jouer avec nos vrais voix. Très joli prénom. Ah oui. Bon, c'est vrai. Je trouve pas. Mal. Allez, tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. C'est vraiment agréable d'entendre une radio aussi joyeuse, même que ce soit le 7h du matin et le soir, c'est excellent. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix, très calmes hors antenne. Oui. Chacun y va de son petit mail, de son petit SMS, de ce je check un petit peu sur les réseaux sociaux. Nous méditons l'actualité, on cherche des bonnes interventions. Nous méditons, mais n'importe quoi. On essaie de donner le meilleur de nous-mêmes, quoi. Vous pourriez être homme politique, vous. Oui, absolument. C'est fou. C'est le cas mais je le suis déjà. Vous êtes déjà homme politique ? Et qui vous le dit ? Je vous le souhaite. En tout cas, Mickaël Sadoun, président, bientôt peut-être, avec comme N-1 Premier ministre Éric Revel ou finalement Philippe Bilger ? Conseiller économique, évidemment, Philippe Revel. Et Philippe Bilger, il faut que ce soit le conseiller spécial. Le conseiller spécial, c'est celui qui est dans le bureau d'à côté et qui est une espèce de boîte à idées. Celui qui distille le venin. Un petit peu. C'est Alexis Colère, en clair. Non, Alexis Colère est secrétaire général. Le visiteur du soir. Le visiteur du soir. Mais pas trop tard. Il faut qu'il ramène quelques-unes de ses copines s'il est visiteur du soir. Et voilà, ça y est. Il n'est pas président, ça part déjà en vrille. Mickaël, chargé des plaisirs du président. C'est ça. Ouais, je vous le dis, on va finir en carré blanc avec cette émission. Mickaël est avec nous. Mickaël, l'autre Mickaël. Mickaël, vous savez que c'est à vous de lancer le jingle du qui c'est qui l'a dit. Eh ben oui. Alors j'ai envie de lancer les hostilités et puis que le quiz démarre et que le meilleur gagne. Et voilà. Les vraies voix Sud Radio. Vous avez la main sur le buzzer depuis tout à l'heure là. Et les 3 points iront peut-être à Éric Revel, on ne sait pas, sur la demande d'interdiction du syndicat de la magistrature par David Lisnard. Je regrette de voir qu'une partie des LR fait le jeu du RN en adaptant une rhétorique et sur son argumentaire. Bonne réponse de Maud Bréjon. Et c'était ce matin sur Sud Radio. Alors là, Mickaël, vous m'avez bluffé. Ah bah ouais. Qui c'est qui l'a dit, Mickaël? Les amis sont parfois pires que les ennemis en économie. Je sais, parce que j'ai écouté hier soir. Mickaël? Trop tard. Je ne l'ai pas, j'ai envie de dire. Donald Trump. Bonne réponse d'Éric Revel. Bravo, Éric. Très fort. Tout en douceur, Éric Revel. Oui, pour une fois, il nous a pas fait peur avec sa main. Et qui l'a dit sur la condamnation de Marine Le Pen? Le premier mot de François Bayrou aurait dû être, je soutiens l'institution judiciaire. Mickaël, c'est un ancien ministre dont on a beaucoup parlé ces derniers jours en raison d'une loi. Et parfois on le voit à Noël. Oui. Non. Oui. Michel Sapin. Non, mais laissez répondre Mickaël. Il est ça avait sonné. Ça avait sonné. Non, vous avez perdu. Non, Mickaël était en train de parler. Est-ce qu'on peut avoir un ralenti, s'il vous plaît? Mais non, il a dit je vais et vous avez coupé la parole. Il a dit je Sapin. Attends, les 5 secondes attribuées à l'auditeur étaient écoulées. Allez. Mickaël, est-ce que vous aviez la réponse? Non, pas du tout. C'est une honnêteté proverbiale. 3 points ici. Attendez, qui c'est qui a dit Michel Sapin? Mais je mets 3 points alors, partout. question subsidiaire. Où a-t-il sa maison de vacances? Où a-t-il sa maison de vacances? Question subsidiaire. Pour nous départager. Où a-t-il sa maison de vacances pour nous départager? Suffit, je vous demande de vous arrêter. Ma chère Cécile, exercer un droit de. Non, je sais une chose. Éric Revel a dit Michel Sapin et vous avez dit tout de suite Sapin. Ben voilà. Mais c'est pas la voix de la vérité. Et Philippe Bilger parlait de l'honnêteté. Merci Madame de Bilius. Ça c'est correct. Ça c'est correct. C'est qui l'a dit, Mickaël, sur les droits de douane américains? Donald Trump se prend pour le maître du monde. Mickaël. Jordan Bardella? Non, c'est une femme. Van der Leyen? Non, française. Prisca Thévenot? Non. Ministre importante. Ah oui, ministre importante. Geneviève? Non, qui a la parole. Le Prima. La parole, Prima. J'ai dit Prima. Son deuxième prénom, c'est Comé. Non. Madame Prima, son deuxième, c'est Comé. J'ai été floué. Je regrette. Vérifier. Le deuxième prénom qui est moins connu, Madame Prima, c'est Comé. Non, mais ce qui est fou, c'est que je fredonne cette musique depuis tout à l'heure, personne percute et finalement il percute. Mais est-ce qu'on peut vérifier que son deuxième prénom est Comé? Ça peut être Vera aussi, sinon. Ouais. Vous êtes sûr que c'est Comé et pas autrement? Non, c'est comédienne. Allez, question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. Nous serons contre la proposition de loi de début juin de supprimer l'exécution provisoire. Chez les socialistes, il n'y aura pas de défection. Mickaël.
Je ne l'ai pas. Olivier Faure? Non. Gage? Bonne réponse de Mickaël Saloun, Gérard Gage. Alors, Quand c'est moi, il n'y a pas de débat. Eh bien, vous remarquerez. Tranquille. And the winner is Eric Revel, 6 points, et après tout le monde est à 3. Bravo, Mickaël. Évidemment. Évidemment. Ah, Mickaël, d'accord. Les applaudissements sont nuls, les applaudissements sont nuls. Quel Non, mauvais mais joueur. Philippe Bilger, il pensait que c'était lui qu'on applaudissait. C'est fou. Mais non, mais que j'ai été trahi par une ravissante personne sur laquelle je comptais en permanence. Non. Et qui là vient qui a donner succombé au charme d'Éric une Revel. prime à Eric Revel. Ah oui. Je suis la loi, les enfants. J'imagine Philippe Bilger en une d'un journal. Philippe Bilger participe à une soirée poker, 3 morts. Parce qu'il est tellement tricheur qu'au bout d'un moment, tout le monde va s'entretenir. Dans ma vie, je ne triche pas. Non, surtout, pas du tout. Vous ne m'en voudrez pas parce que je crois bien que c'est la première fois que je gagne. Ouais. Vous êtes dopé? Non, mais grâce à qui? Mais surtout que vous n'avez pas gagné puisque c'est Mickaël qui a gagné. Si vous permettez que nous parlions à Mickaël, merci d'avoir joué avec nous. Merci. Vous étiez, c'était très intéressant Il est d'être avec fair play, Mickaël. Bon, il est top. Vous reviendrez, Mickaël? Mais je reviendrai pour gagner, peut-être. Ça, c'est beau. Ah, winner. Ça, Vous me direz quand vous êtes là, je m'abstiendrai de venir. Mickaël, donc à bientôt. Dans un instant, allez, le journal et puis un peu de météo avec Rémi André, plutôt bonne météo, et le coup de gueule de Philippe David. Je crois qu'il y a besoin pour le président de la République d'un petit cours de rattrapage en histoire. Très bien, eh bien on compte sur vous dans un instant. Soyez les bienvenus, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Cécile de Ménibus, Philippe David aux commandes. Ça va? Vous êtes en pleine forme aujourd'hui, resplendissant. Vous aussi, vous êtes en pleine forme, Philippe David. Comme dirait Philippe Bilger, you are so beautiful. Alors vous commencez par vous maintenant. Oui, absolument. On n'est jamais mieux servi de par soi-même. Cécile et après Philippe. Voilà, c'est ça. Bah oui. Vous avez une deuxième transgression ce soir. Ouais, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne vous ai pas aidé sur le qui c'est qui l'a dit. La première grave. Non, ça et c'est vous avez donné une joie imméritée. Mais vous savez que Philippe Bilger, vous savez que dans un couple, à un moment donné, il faut surprendre parfois. Oui, mais moi, j'aime bien la fidélité. Ah bah moi qui croyais qu'on était un trouble. Non, vous êtes un trouble, c'est pas pareil. Allez, le 0826 300 300, vous nous laissez des messages sur notre répondeur, c'est pas facile à dire. Eh bien, on les écoute. Oui, bonjour, Isabelle. Moi-même, en tant qu'ancienne assistante parlementaire, je pense effectivement qu'il y a un problème au niveau de la définition des fonctions et des postes. Il faut savoir que quand on travaille pour un député ou un sénateur, si on n'appartient pas au même parti politique, on ne peut pas être un bon collaborateur. On est toujours appelé à traiter à la fois les problèmes qui concernent le travail du député, mais également le lien entre le parti politique, ses idées qui sont appliquées par le député. Donc on jongle en permanence entre un travail, entre guillemets, administratif et un travail politique. Donc il y a véritablement un souci à ce niveau-là. Il faudrait préciser les choses. J'aime énormément le point de vue qui vient d'être développé. Isabelle, merci Cécile, parce que c'est un tout petit peu ce qu'a voulu développer le Rassemblement national lors des audiences et que le tribunal, d'une certaine manière, n'a pas voulu appréhender puisque c'est la conception classique de l'assistant qui a dominé. Éric Revel. C'est très juste, j'ai trouvé ça très juste comme sujet. C'est tellement juste que la plupart des partis politiques, en réalité, au Parlement européen, utilisent les mêmes méthodes. Alors maintenant, c'est beaucoup plus réglementé parce que le système a été revu. Pour tout vous dire, quelqu'un qui était au place qu'on connaît bien, qui est Sébastien Ménard, disait que si on enquêtait sur tous les partis, tout le monde serait un peu mis à la même enseigne. Alors le système a changé parce qu'avant, le traitement de l'assistant européen était versé aux parlementaires. Maintenant, il est directement versé à l'assistant. Bon, c'est un peu différent, mais
mais regardez, le MoDem, il a eu le même problème, même si les peines ont été avec sursis pour François Bayrou et d'autres. Mélenchon, l'instruction traîne un petit peu. En revanche, ça date de 2017. Peut-être que il va être mis en difficulté politique aussi. Donc en réalité, c'était quelque chose qui était largement répandu. Oui. Mais évidemment. Mais moi, j'ai été collaborateur parlementaire il y a quelques années, et évidemment, il est impossible de faire une séparation entre le service à l'activité strictement politique ou administrative, pas administrative, mais institutionnelle, je dirais, dans le Parlement, et le personal branding, entre guillemets, ou la vie personnelle d'un député, dans lequel il y a forcément des déplacements en province, dans sa circonscription, etc. Les deux sont intimement mêlés. Et évidemment, si on veut bien faire le job, il faut être en conformité avec les convictions. Et donc, en général, on est dans le même parti politique. Donc, je trouve que cette accusation est stupide. Et quand des hommes politiques parlent de la moralité de Marine Le Pen comme si elle avait fait un truc gravissime, mais regardez, elle a détourné de l'argent en masse. C'est pas vrai, c'est une interprétation particulière de ce que doit faire un collaborateur parlementaire ou quelqu'un qui est autour d'un homme politique. Pour moi, ça s'appelle pas un détournement d'argent de masse. Alors après, quand même, Mickaël, il y avait des définitions de poste, des gens qui se retrouvaient assistants parlementaires qui visiblement faisaient le garde du corps. Le garde du corps, par exemple. Bon, faut pas mélanger. Désolé d'être un peu méditerranéen dans ma conception des choses. Non, il faut être juste dans tous les côtés. Non, mais vous avez raison. Mais si vous voulez, moi, je regrette un petit peu l'époque où, en effet, il y avait peut-être un petit peu d'imprécision, voire de magouille en politique, allons dire le mot de magouille en politique, mais où les hommes politiques avaient une stature, un intérêt, une épaisseur intellectuelle, et étaient vraiment au service de leur pays, malgré les petits écarts de conduite qu'ils pouvaient avoir. Voilà. Vous direz ça au fisc quand il viendra vous chercher de l'argent. C'est pas grave, monsieur. Excusez-moi, Mickaël. Il y a une petite incompréhension entre nous. On vous a rajouté 10 000 sur vos impôts. Mais bon, puisque vous êtes large, soyons larges. Allez, restez avec nous dans un instant. Le coup de gueule de Philippe David. On va parler un peu d'un petit cours de rattrapage d'histoire pour le président de la République qui en a bien besoin, à mon avis. Et toc dans les dents. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et nous sommes très contents avec Philippe David. Je parle pour nous deux, Philippe, d'être avec vous, de recevoir Éric Revel. On est super contents. On vient pas. Non, je reviens pas. Je suis sur un petit nuage depuis ma victoire au Kiki. C'est comme s'il avait gagné Roland Garros. C'est son simple, pas en double. C'est son grand chelem. C'est ça qui est dingue. Mickaël Sadoun, vous êtes heureux? Vous êtes heureux? Écoutez, j'ai perdu au qui c'est qui l'a dit, mais oui. Non, mais vous êtes heureux d'être là. Je suis ravi. Bien sûr. Pour moi, je vous le dis, c'est mon kiff de la semaine. Écoutez, très bien. On adore entendre ça. Et Philippe Bilger? Il faut dire que ce duo apporte beaucoup. Franchement, je l'adore. Moi, je suis ravi, à part une petite un petit caillou dans la tête. Dans la chaussure. Donc je suis visiblement responsable. Vous avez été d'une loyauté parfaite au point de m'abandonner. Ce que vous voulez que je vous dise? Sans vous trahir. Absolument. Vous êtes content de votre calembour. Comé Prima, c'était pas mal. C'était pas mal. Je vous signale que c'est moi qui ai sifflé la chanson. Bref. Tout de suite, Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe à Paris 8e. Pourquoi Paris 8e? Parce que c'est là que se trouve le palais de l'Élysée, où le président de la République a tenu, lors de la remise des prix Jean-Pierre Bloch de la LICRA, des propos pour le moins surprenants à mon avis. On écoute ceci. Le poison antisémite n'est constitué que d'un seul ingrédient, la haine. Et quelle que soit l'expression que prend l'antisémitisme, religieuse, sociale ou raciale, elle n'est que le produit de la haine. Une haine née à l'extrême droite, qui a prospéré à l'extrême droite et qui a su essaimer au-delà de l'extrême droite. Ainsi donc, à croire le président de la République, l'antisémitisme serait né à l'extrême droite, vocable tarte à la crème s'il en est aujourd'hui. Un président de la République qui, s'il est le Mozart de la finance, aurait besoin d'une remise à niveau en histoire. Commençons par le premier pogrom de l'histoire qui eut lieu à Alexandrie en 38 après Jésus-Christ, pogrom mené par la communauté grecque de la ville. Les Grecs d'Alexandrie étaient-ils d'extrême droite? Continuons avec le Moyen-Âge où, pendant la peste noire qui décima l'Europe, on massacra des Juifs par milliers après qu'ils aient été accusés d'avoir empoisonné les puits. Doit-on accuser l'extrême droite? L'Église catholique, qui dut attendre un décret du pape Jean XXIII le 5 juillet 1959 pour retirer lors de la messe du Vendredi Saint le
prions pour les juifs perfides, les juifs étant accusés d'être un peuple déicide, doit-elle être rangée à l'extrême droite? Les massacres de juifs dans les pays arabes et les pogroms en Europe de l'Est doivent-ils être considérés comme des crimes antisémites d'extrême droite? Alors bien sûr, il y eut des antisémites d'extrême droite comme Drummond ou Maurras. Mais rappelons qu'avant Drummond, qui écrivit La France juive, pamphlet antisémite en 1886, Karl Marx écrivait dans un article intitulé « Sur la question juive en 1843 », je cite, « Quel est le fond profane du judaïsme? Le besoin pratique, l'utilité personnelle. Quel est le culte profane du juif? Le trafic. Quel est son dieu profane? L'argent. » Marx était donc d'extrême droite vu la teneur antisémite du propos. Tout comme Jaurès, anti-Dreyfusard convaincu, qui pensait que Dreyfus avait échappé à la peine de mort, je cite, « grâce au prodigieux déploiement de la puissance juive ». Des propos qui n'auraient pas dépareillé dans son journal La Petite République, dans lequel il avait qualifié le député Joseph Reinach de, je cite, « juif ignoble ». Jaurès est donc lui aussi d'extrême droite. Alors basta de ce révisionnisme historique et, monsieur le président de la République, plutôt que de raconter n'importe quoi sur l'antisémitisme, me venez manifester avec nous la prochaine fois. On en profitera pour vous faire un petit cours de rattrapage en histoire. Globalement, c'est vrai, mais vous auriez pu vous arrêter au fait que les racines modernes de l'antisémitisme, c'était des racines socialistes. En réalité, les gens qui ont véritablement commencé l'antisémitisme, il y avait des esprits socialistes et bien sûr... Marx bien avant Drummond, hein, oui, 40 ans avant. Mais Marx, oui, d'accord. Les propos de Marx étaient hautement antisémites. Allez. Non, mais je pense que le président de la République, je vais pas lui faire l'affront de penser qu'il ne sait pas tout ce que vous avez rappelé à juste titre, Philippe. Je pense qu'il le sait, mais en fait, il fait de la politique. Oui. C'est-à-dire qu'il renvoie le Rassemblement national aux origines du Front national et aux propos antisémites de Jean-Marie Le Pen pour lesquels il a été condamné. C'est pas sérieux. Puisqu'en fait, on est en plein débat sur l'inéligibilité de Marine Le Pen. Donc en fait, son propos, c'est de rappeler, de remettre le Front national en piste versus le Rassemblement national. Je pense qu'il n'y a qu'une visée politique. Il y a évidemment une erreur d'interprétation qui découle d'une posture morale. C'est très confortable politiquement de s'opposer à celui qu'on a décidé d'enfermer dans le vocable d'extrême droite. C'est très facile. Moi aussi, je pourrais me mettre dans ce rôle-là en disant que je suis l'ennemi du fascisme. Ces gens-là n'ont pas changé de posture en fait depuis 40 ans. C'est-à-dire que le Rassemblement national, il a bougé sur ces questions, on le voit, et eux campent dans ces positions parce que c'est confortable pour eux. Donc moi, je pense que pour ces gens-là, pour la Macronie, etc., la question de la lutte contre l'antisémitisme n'est pas importante. C'est simplement un instrument politique pour eux. Ils s'en fichent royalement. Voilà. Merci beaucoup Philippe David. Tout de suite l'info en plus, c'est Félix Mathieu. Il y a eu Félix un Mathieu. bug. Félix Mathieu, direct. Les mesures de Donald Trump suscitent décidément beaucoup d'inquiétudes. Juste avant les droits de douane, il y avait cette lettre adressée à des entreprises. Une lettre des ambassades des États-Unis adressée à quelques grandes entreprises de plusieurs pays, dont la France, pour leur demander de renoncer aux politiques d'inclusion, de diversité, voire de discrimination positive, politique qualifiée de woke par Donald Trump. Et le message était, si vous voulez répondre à des appels d'offres aux États-Unis, ces pratiques dites inclusives sont désormais contraires à la législation américaine. Il faudra donc attester que vous ne les pratiquez pas. Alors depuis ce week-end, Washington a un peu nuancé ses consignes en précisant qu'il n'y aurait pas de vérification sur les réponses des entreprises. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Adrien Figula-Le Thor, cofondateur d'AFL Diversity, une start-up qui intervient sur ces thématiques auprès de ses entreprises clientes, cofondateur aussi du Grand Prix Diversité et Inclusion et co-auteur d'une tribune très agacée contre cette initiative américaine, une lettre ouverte à Donald Trump publiée dans la Tribune dimanche. Bonsoir Adrien Figula-Le Thor. Bonsoir Félix Mathieu. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que c'est nouveau que l'idée même d'inclusion, de diversité soit l'objet d'un débat, soit plus un objectif consensuel? On se souvient d'une époque en France où Nicolas Sarkozy, par exemple, défendait la discrimination positive. On se dit Donald Trump le qualifierait de woke aujourd'hui? Je pense que c'est notre responsabilité à tous de justement défendre l'inclusion, la diversité. C'est juste l'égalité. Rien ne va dans les accusations de Monsieur Trump. Que ce soit le fond ou la forme. Sur le fond, il s'agit clairement d'imposer une vision du monde qui est complètement incompatible avec les principes d'un régime démocratique comme le nôtre. Et sur la forme, disons-le, il s'agit clairement d'une ingérence intolérable dans les affaires des entreprises françaises qui n'ont pas besoin des conseils de Monsieur Trump pour avancer. Oui, parce que si on prenait les consignes auprès de la lettre, il faudrait ne pas appliquer la législation française, en fait, c'est ça. Exactement, nous sommes un pays souverain avec des lois qui ont été votées par un parlement et pour le coup, on a des lois qui
à la fois protège, il y a 26 critères de discrimination qui sont définis par la loi, donc un cadre légal qui protège les salariés, et aussi qui œuvre pour finalement accéder à la méritocratie, puisque c'est bien de ça dont il s'agit. La méritocratie, on n'est pas tous égaux, on n'a pas tous la même couleur de peau, on n'a pas tous le même genre, on n'a pas tous la même orientation sexuelle, et du coup, ces politiques diversité et inclusion, elles sont là justement pour permettre d'accéder à la méritocratie, permettre que chacune et chacun ait les mêmes chances en entreprise, et ça marche. On a d'ailleurs les chiffres qui le démontrent. Vous qui travaillez sur ces thématiques en permanence, vous avez senti une vraie évolution ces derniers mois avec cette nouvelle donne mondiale? Alors, je dirais qu'il y a une vraie évolution ces dernières années de prise de conscience des enjeux diversité et inclusion de la part des entreprises, les salariés aussi, puisque nous, ça fait 4 ans maintenant qu'on mesure avec BVA les attentes et perceptions des salariés en France sur ces enjeux-là en particulier. Et on voit que les chiffres augmentent chaque année dans la prise de conscience des enjeux et dans la volonté des salariés d'aller plus loin. Ils ont compris que c'était bon pour eux, bon pour leur bien-être, et puis bon pour la performance aussi de l'entreprise, parce que peut-être ce n'est pas le cas aux États-Unis, en tout cas en France, c'est prouvé, des entreprises qui recrutent dans la diversité, des entreprises qui sont engagées sur ces enjeux, sont des entreprises qui sont plus performantes. Et les chiffres nous montrent de notre dernier baromètre que 90% des salariés français souhaitent que leur entreprise poursuive leurs engagements en matière de diversité et inclusion. On est très loin des fantasmes et de l'idéologie dont parle Donald Trump avec tous ses délires sur le wokisme. Merci beaucoup, Adrien Figula-Letor, qui est co-fondateur d'AFL Diversity et Grand Prix Diversité et Inclusion. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le tour de table de l'actu. Merci Félix Mathieu. De quoi parle-t-on, Philippe Bilger? On parle de chef de la diplomatie européenne. Très bien. Avec vous, Mickaël? D'une grande primaire un peu farfelue. Avec Eric Revel? De wokisme, non? Vous voulez pas que je parle de l'intervention que je viens d'entendre? Absolument, vous pouvez. Oui, je veux bien, oui. On en parle dans un instant. Je change de sujet. J'étais pas loin d'intervenir aussi. Soyez les bienvenus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 17h-19h. Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix aujourd'hui avec Philippe Bilger, Philippe David, bien entendu. Ça va, Philippe? Ça va très bien. Vous êtes Quand content? en compagnie avec les vraies voix du jour, on ne peut être qu'en pleine forme. Et puis l'équipe Maxime à la réalisation, Aude au standard, évidemment, Félix, magnifique. C'est que du bonheur. La Dream Team. La Dream Team, exactement. Vous avez remarqué que notre réalisateur, depuis que nous étions hier à l'Automobile Club de France, donc tous en costume et cravate, aujourd'hui il a mis une chemise. Ça lui va bien. Merci de le remarquer à 18h30. Oui, je l'ai remarqué parce que vous me l'avez demandé. Parce que je ne vous dévisage pas, malheureusement, je devrais. Et on l'adore, Maxime, il est formidable. C'est mon chouchou. Allez, Eric Revel autour de cette table, Mickaël Sadoun et Philippe Bilger, bien entendu. Tout de suite, le tour de table de l'actu de nos vraies voix. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Dans quelques instants, vous pourrez admirer nos plus belles créatures. Mais vous fumez, monsieur. C'est aussi peu plausible que lorsque vous me comparez à Rocco Siffredi. Le tour de table de l'actualité. Mythique, cette réflexion. Philippe Bilger voulait parler de la chef de la diplomatie européenne. Oui, je me suis intéressé parce qu'on en a parlé ce matin. Une Calaf, si je ne fais pas d'erreur, Madame Calaf, qui elle chante. Non, ne nous refaites pas commer. Elle est estonienne, le chef de la diplomatie européenne, et apparemment au bout de 4 mois, elle commence déjà à décevoir. Alors, pour 2 raisons. Apparemment, Van der Leyen, qui parle un moins bon anglais que moi, a pris de la mesure et elle a convaincu un certain nombre de gens par ses discours en matière étrangère, alors que la chef estonienne a beaucoup déçu. Et deuxième élément, c'est qu'apparemment, elle ne s'intéresse qu'à la Russie. Et certes, la Russie est capitale, on sait pourquoi, mais on regrette qu'elle ne s'intéresse pas à d'autres, à l'univers lui-même, qui implique beaucoup d'autres problèmes de nature internationale. Donc, déception au bout de 4 mois de quelqu'un dont on attendait beaucoup en raison de son caractère très énergique et audacieux. Voilà. Eric Revel. Non, je vais vous parler comme de mon. Non, mais il faut réagir à Philippe Bilger.
Oui, je connaissais pas cette dame. Pour moi, c'est Maria Callas, dont j'ai vu le biopic récemment. Donc, pour moi, Callas demeure une chanteuse jolie, voilà. Mais je connaissais pas du tout l'existence. Alors, je savais qu'il y avait un chef de la diplomatie, mais je connaissais pas. Mais elle est là que depuis 4 mois. 4 mois. Et avant, c'était qui? Non, avant, c'était Borrell. Ah, voilà. Joseph Borrell. C'est vrai que la diplomatie européenne est très présente. Entre Callas et Borrell, c'est vrai. Il y a beaucoup de musique là-dedans. Oui. Bon, de toute façon, une diplomatie européenne sans armée européenne et sans défense européenne, je ne sais pas trop ce que ça vaut. C'est un ministère de la parole. Mais vous êtes de mauvaise humeur en ce moment ou pas? Oui, non, pas du tout. Mais si vous parlez d'Europe, je serais de mauvaise humeur. Je vous ai déjà dit, moi, je suis plutôt d'une sensibilité souverainiste. Donc, je considère que c'est les nations qui ont la responsabilité de mener des politiques parce qu'elles se présentent devant leur peuple. L'Europe, elle se présente devant personne. Donc je veux qu'elle ait le rôle le plus réduit possible. On parlait de commerce tout à l'heure, ça j'ai pas de problème avec ça. Qu'il y a un marché commun, etc., ça nous permet de plus peser dans le monde, il n'y a aucun problème. Qu'il y ait des collaborations économiques, il n'y a aucun problème. Mais sur ce volet-là de la diplomatie, je trouve que par principe ça me dérange, et en plus dans le résultat en général c'est une catastrophe. La diplomatie européenne depuis un certain nombre d'années. Structurel chez vous. Non. Tu le sais, Philippe. Mais il est très bien structuré quand même. Oui, merci. Non, j'ai des sujets d'enthousiasme quand même. Voilà. Donnez-moi ça. Sur la proposition. Bon, je vais pas être enthousiaste sur ça, donc vous allez croire que décidément je suis très désabusé. Vous voulez qu'on passe par autre chose, parce qu'il va pas être content non plus, Eric Revel. Un sujet. Vous n'êtes pas content. Non, je suis pas content. Non, moi je suis pas content. J'en ai gros. Non, c'est même pas ça. C'est que je trouvais ça assez marrant en fait. Sur Sud Radio, j'ai entendu l'excellente interview d'ailleurs de David Lisnard. Hier, exactement. C'était hier matin avec Jean-Jacques Bourdin. Exactement. Hier matin avec Jean-Jacques Bourdin. Et il mentionnait, pour l'élection présidentielle de 2027, une espèce de primaire extrêmement large qui irait de Gabriel Attal à Éric Zemmour. Alors, au-delà du fait que ces deux personnages n'ont rien à voir et qu'ils se soutiendraient jamais, et qu'ils n'accepteraient jamais de se ranger l'un derrière l'autre, je trouve cette proposition un peu farfelue parce qu'elle repose sur une conception du monde qui est purement économique. C'est-à-dire que David Lisnard, avant, il explique Marine Le Pen et socialiste. Donc, moi, c'est quelque chose qui est contestable. Pour moi, elle a un programme qui est beaucoup plus libéral en réalité qu'on ne le dit, à part sur les retraites, mais bon. Donc, pour s'opposer à ce socialisme et cette philosophie, je dirais, étatiste, il faudrait une primaire de tous les gens qui se reconnaissent de droite, c'est-à-dire un peu libéraux économiquement. Donc, qui irait de Gabriel Attal et Éric Zemmour. Pour moi, c'est une vision du monde. On voit sur quel truc un peu farfelu ça débouche. C'est une vision du monde qui est fausse parce que les thèmes qui sont le plus prégnants dans l'actualité, dans le cœur des Français, je le crois sincèrement, sont des thèmes qui sont plutôt liés à la souveraineté, à la démocratie, à la gestion des médias, à l'immigration, à la sécurité. Et ces thèmes-là sont beaucoup plus structurants de la vie politique. Voilà. Donc cette proposition m'a un peu fait marrer, c'est farfelu. Et en plus, je dis ça sachant que j'aime beaucoup David Lisnard d'habitude, donc voilà. Alors, 2 remarques, si je peux me permettre, sur ce que vient de dire Mickaël. Très court. La première chose, c'est que c'est bien dommage que les Français s'intéressent pas aux grands équilibres financiers et macroéconomiques, parce que le pays est dans une situation désespérée. On peut le déplorer. Donc il y a le sujet de l'immigration, tout ça, ok, mais si les Français s'intéressaient davantage au poids de la dette, au poids des déficits budgétaires, et tutti quanti au déficit commercial, etc., ils s'apercevraient qu'on est dans une situation financière. Probablement. Et alors, sur la proposition de David Lisnard, je partage l'idée que c'est un peu bizarre comme primaire, sauf si on la lit au second degré, et qui est de dire qu'en fait, qu'est-ce que propose David Lisnard au travers d'une primaire qui n'aura pas lieu? En fait, c'est peut-être la fusion des droites. Ouais. C'est peut-être ça qu'il propose. Mais ça n'a aucun sens, la fusion des droites. Ça n'a aucun sens. La gauche, le Parti socialiste sait s'allier au diable et les filles quand il s'agit de se faire élire. Mais oui, mais c'est des visions du monde qui sont tellement antagonistes. Moi j'y crois pas. On peut pas leur reprocher de le faire et de le faire, que la droite le fasse. En fait, c'est compliqué en fait. Oui, mais associations malsaines. Moi, je leur reproche de le faire précisément parce qu'ils ont rien à voir. Mickaël me dit qu'ils sont tellement différents, mais vous trouvez qu'il y a grand-chose de commun entre Jérôme Gage et un député et les filles? Ah non, mais ce n'est pas mon avis. Pourtant, je dis, on ne peut pas reprocher à certains de faire la même chose. Quand il s'agit de se faire élire pour un plat de lentilles. Votre coup de gueule, wokisme. Oui, je voulais parler du wokisme, parce qu'en réalité, la diversité, c'est une belle chose. Je veux dire, la diversité, c'est une belle chose, telle que nous, on l'entend. Des égalités sur les salaires hommes-femmes, tout ça ne me gêne pas du tout. La place pour des handicapés, une meilleure inclusion, tout ça ne me gêne pas du tout. D'ailleurs, on ne pourrait pas appliquer la même politique de diversité que la diversité américaine, parce qu'on n'a pas le droit aux statistiques ethniques, parce que etc. Mais il ne faut pas confondre diversité et wokisme.
Donald Trump est parti en guerre contre le wokisme. Il est parti en guerre contre le wokisme. Le wokisme, je vous le dis comme je le pense, a pourri en partie la société américaine et tout le monde académique américain. Le wokisme s'est tellement infiltré de manière outrancière, jusque et y compris dans les entreprises. Il y a encore quelques mois cela, avant même l'élection de Trump, où des entreprises américaines se rendaient compte que leur spot wokiste desservait leur chiffre d'affaires, parce que la majorité des gens ne voulaient plus acheter de Ford, les dessins animés de Walt Disney, ça commençait. Marque de bière aussi, Budweiser, bon, etc. Donc le sujet, il est quand même là. Alors le balancier de l'autre côté de Trump est très brutal, je l'admets, mais si vous voyez comment le wokisme a gagné une grande partie, notamment sur la côte est et sur la côte ouest, l'Amérique profonde, non, mais la côte est et la côte ouest, vous seriez effaré, et qu'une entreprise juge ses collaborateurs plutôt sur ce qui rapporte à l'entreprise ou leur engagement pour l'entreprise, plutôt que de savoir s'ils appartiennent à une minorité ou un quota, ça me semble le b.a.-ba de l'économie en entreprise. Le wokisme n'est pas un problème, c'est éveillé, c'est ce qu'on en fait qui est un problème. Oui, si vous voulez. Oui, mais tout de même. Mais je ne voudrais pas vous approuver, mon cher Eric, alors que j'ai envie de le faire, parce que vous êtes déjà trop empli de fanfaronnade depuis votre victoire. Merci les amis, allez vous restez avec nous. Dans un instant, à Saint-Ouen, des parents votent pour déplacer une maternelle menacée par un point de deal voisin. Alors parlons vrai, trouvez-vous cette situation surréaliste? Et à la question Saint-Ouen, les dealers sont-ils plus forts que l'État? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Laurent Zamekowski est avec nous, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Faut-il occuper le terrain malgré tout? Il faut en tout cas qu'on ne se laisse pas dépasser, surtout. Allez, c'est l'objet de notre débat dans quelques instants. 0826 300 300, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. J'adore Sud Radio dans la mesure où, là au moins, on peut s'exprimer en direct et donner notre avis. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Dernière ligne droite avec nos camarades Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole et auteur de Me Too Much aux éditions Héliopole. Vous l'avez lu, Me Too Much, des amis? Oui, moi, je l'ai passé à quelqu'un qui va peut-être faire un papier dans ma revue L'Hémicycle. La lecture. Et ça me fait du bien, un peu de suavité à la fin de l'émission. Voilà. Oui, non, mais de votre part. Mais je m'occupe de vous. Moi, je l'ai lu. Et puis j'aime beaucoup cette caresse au figuré. Ouais, je dois dire que Philippe Bilger, au début de Me Too Much, parle de lui comme d'un très grand juriste et d'un très grand avocat, je crois, c'est ça. Il y a une part de fiction quand même. J'aurais dit grand économiste, ça aurait fait plaisir à Cécile. Mais ça aurait fait rire tout le monde. Non, il est très bien, achetez-le. Je vais peut-être m'écrire un livre, moi, dans lequel je parle de moi à la troisième personne. Eric Revel est avec nous, éditorialiste Sud Radio, et Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Dans quelques jours, plus aucun enfant ne franchira ce portail. Les 4 classes de maternelle présentes dans cette annexe vont être déplacées dans d'autres locaux de la ville de Saint-Ouen. En cause, le trafic de drogue implanté à quelques mètres de là. Au mois de septembre, on a découvert des pochons de drogue. Ma fille, quand je suis allée la chercher, elle m'a tendu un sachet. Le matin, généralement, ils sont là, les guetteurs. Souvent, je passe, il y a des courses-poursuites. Les jeunes qui vendent de la drogue, en fait, ils lancent dans l'école pour se protéger. Ils ont jeté des bonbons de gaz. Il reste encore 2 points de deal à Saint-Ouen. Ce qui prime, c'est la sécurité. On ne peut pas, à un moment donné, imaginer de fermer un établissement scolaire parce qu'il y aurait du trafic de drogue. On rénove le quartier, on aménage le quartier et justement, on lutte contre l'impact des dealers. Les parents d'élèves donc d'une école maternelle, vous l'avez entendu, de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, votaient aujourd'hui pour un éventuel déménagement de l'établissement en cause cette présence de points de deal juste à côté. Alors parlons vrai, est-ce que cette situation n'est pas le énième exemple de la faillite de l'autorité de l'État? Et à cette question, Saint-Ouen, les dealers sont-ils plus forts que l'État? Vous dites oui à 93%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et Laurent Zamekowski est avec nous, un porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public est avec nous. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Cette histoire est absolument incurvable. Ouais. Et je dirais, elle représente un tout petit peu ce qui se passe en France dans le domaine de la sécurité et de la justice. Nous avons là un mal indiscutable.
Et ce mal va demeurer en place alors qu'on va faire bouger le bien ailleurs, malgré les protestations, et pour pousser le plus loin possible le sadisme démocratique, on va demander aux populations concernées de valider leur dépossession précisément à cause du mal qui reste sur place et du bien dont on va les priver. Et c'est le maire... Pardon, je suis très engagé sur ce plan-là. Le maire de Saint-Ouen, dont on parlait à une certaine époque comme une lumière de gauche, qui opère cela. Ouais. Ce qui me scandalise, c'est qu'on demande aux citoyens, après, n'est-ce pas, pour se donner bonne conscience, de valider un scandale. Éric Revel. Je partage la colère du procureur. Et j'y ajoute que c'est pas la première fois, si on a un peu la mémoire un peu longue. Vous vous souvenez qu'il y avait une école où on mettait des bâches à côté de la cour de récréation pour éviter que les jeunes enfants voient les types en train de se piquer avec des seringues. Donc en fait, c'est un recul de la République non-stop. Pardonnez-moi, c'est un recul de la République non-stop. Là, on parle d'enfants, on parle d'un trafic de drogue que plus personne n'est en mesure de juguler. Et puis, j'aurais aimé entendre sur le sujet, peut-être l'a-t-il fait, le ministre de l'Intérieur, Retailleau, qui est quand même très fort pour prendre la parole et pour dire, et pour faire voter une loi contre le narcotrafic. Mais concrètement, sur une situation comme ça là, qui est concrète, qui intéresse des enfants et des parents d'élèves, on est totalement impuissant. La République a les bras ballants. Moi, je vais vous confesser que je n'arrive même pas à comprendre pourquoi on n'arrive pas à déloger les gens qui occupent ces endroits. C'est-à-dire que j'essaye de réfléchir très concrètement. Techniquement, qu'est-ce qui empêche d'envoyer des policiers qui délogent les trafiquants ou les consommateurs de drogue de ces endroits pour laisser les enfants y être? Le manque d'effectifs, peut-être. Je ne saurais même pas vous le dire, mais on n'a qu'à mobiliser des gens. Je sais pas, il y a eu des opérations Place Nette, soi-disant que ça aurait eu des effets extraordinaires et incroyables. Visiblement, pas tellement. Enfin, on peut pas mettre des CRS devant toutes les écoles. Ça, je suis bien d'accord, et c'est pour ça que pour moi, le cœur du problème, et je l'ai toujours dit, c'est la justice, et c'est la judiciarisation de ça, et c'est l'enfermement de ceux qui sont responsables de ces trafics, évidemment. Mais sincèrement, dans ce cas précis, j'aurais aimé que la police municipale ou nationale s'active un peu plus sur le sujet. Surtout que Philippe a raison, désolé de faire un petit peu de politique, mais Karim Bouhamrane, on nous l'a vendu comme la gauche qui était droit dans ses bottes, la gauche qui avait de l'autorité, la gauche valeur de la République, etc. Sincèrement, c'est rien du tout. C'est la gauche classique comme on la connaît, c'est-à-dire celle du renoncement. Laurent Zamekowski, vous êtes porte-parole de la PEP. On disait par exemple il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, jamais un policier dans une école, parce que l'école c'est un sanctuaire, mais pour les dealers qui l'encerclent, pas de problème, on n'est pas un peu chez les fous? Je crois que malheureusement, on se retrouve dans une situation qui existe. Malheureusement pas qu'à Saint-Ouen, on a également des situations déjà à Paris avec des fumeurs de crack à proximité des écoles. On était obligé de protéger le chemin entre les deux. Il y a pas si longtemps aussi dans le sud. Malheureusement, ces situations il y en a de plus en plus, et c'est véritablement problématique et on revient sur le problème en fait de l'accès à l'école, parce qu'il y a la question bien sûr de la sanctuarisation de l'école, de ce qui se passe au sein de l'école, mais tout simplement la possibilité d'y aller et d'en revenir, et notamment pour les plus jeunes. Et vous comprenez bien que quand vous êtes dans une maternelle avec des enfants très jeunes, dans ce contexte-là, c'est extrêmement anxiogène, surtout que ça dure depuis quand même pas mal de temps. Philippe Bilger de réagir. L'invraisemblable, et je vous rejoins, c'est que j'ai entendu ce matin la ministre de l'Éducation nationale sortir cette phrase classique de tous les pouvoirs qui sont impuissants apparemment: on ne reculera pas, on fera preuve d'audace. Autrement dit, non seulement il y a de l'impuissance, mais une impuissance qui se célèbre. Ça, c'est scandaleux. Oui. Une réaction peut-être, Laurent Zamekowski? Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par
par Philippe Bilger. Évidemment, il y a toujours dans ce gouvernement macroniste une alternance des bonnes analyses et de non-action en conséquence. Mais je pourrais dire ça d'énormément de sujets. Mais cette espèce de position de principe sur tous les sujets, mais qui n'est jamais suivi des faits, c'est quelque chose qui est très symptomatique du macronisme. Je dirais la même chose pour l'antisémitisme, par exemple. C'est-à-dire, nous luttons contre l'antisémitisme, vous comprenez, nous sommes le premier rempart pour les Juifs de France. Ah bon, qu'est-ce que vous faites ? On n'a pas vu une action sur l'antisémitisme. Où sont les analyses sérieuses? De la même manière, pour cette question-là de la lutte contre la drogue, à part les opérations Place Nette de Gérald Darmanin et quelques annonces que je trouve un peu spectaculaires sur les prisons renforcées pour les trafiquants de drogue, etc. Je ne sais pas tellement ce que le gouvernement Macron a fait sur ce sujet. Quand des propositions de loi tombent, elles sont retoquées, c'est-à-dire qu'on les amende et on les réduit, donc c'est toujours un problème. Bien sûr, aussi. Est-ce que vous n'êtes pas indigné vous-même, monsieur, je vous sens très calme, c'est une qualité par rapport à moi, bien sûr, mais il nous reste 40 secondes. Vous semblez moins indigné que nous. Résigné. Oui, résigné, mais je veux dire, la situation, il faut avoir la tête froide pour pouvoir la résoudre. Là, les parents sont confrontés justement à un choix qui consiste à savoir si on doit ou pas évacuer l'école de manière temporaire, en tout cas c'est ce que j'espère. Parce que il faut aussi que la police puisse, je dirais, intervenir de manière peut-être aussi plus musclée, ce qui serait problématique avec nos enfants dans le coin. Donc, ce que nous on voudrait, c'est qu'évidemment. Après, c'est la période de vacances, on aurait pu l'organiser là. Pendant ce moment. Mais bon, allez. Il y a aussi, de toute façon, de manière générale aussi, un problème de logistique pour les parents. Vous savez bien que il y a quand même plusieurs classes à ventiler, et donc aussi, il y a c'est des écoles de proximité. Donc, pour les parents aussi, il y a une difficulté nouvelle, en termes de logistique qui va se poser à côté de ça aussi. Mais c'est vrai que la vraie question aujourd'hui pour nous, c'est la question de la sécurisation aux abords des écoles, le fait que les élèves puissent aller et revenir, et ainsi que leurs parents en toute quiétude. Merci beaucoup, Laurent Zamekowski, porte-parole de la Fédération des parents d'élèves et de l'enseignement public. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, Mickaël Sadoun. Merci beaucoup, Eric Revel. Vous restez avec nous. Le Kiki l'a dit. Oui, vous l'avez gagné. Je reviendrai tout de même demain. Et dans un instant, on revient sur la lutte contre le narcotrafic, justement, et le blanchiment d'argent. Passez une très bonne soirée. En tout cas, nous, on reste là jusqu'à 20h.